Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus pour ce premier webinaire avec les étudiants du Greta et quelques professionnels RH qui ont pu s'inscrire cette semaine par le biais de mon post LinkedIn. Avec nous, Grégory Pardieu, DRH de chez Vallourec. Bonjour Grégory. Bonjour à Merci toutes et à d'avoir tous. accepté notre invitation. L'objectif aujourd'hui, c'est de répondre aux questions qu'on pourrait avoir sur le métier de DRH et les enjeux et missions. Et de pouvoir répondre à ces questions par le biais de ce webinaire. Donc, avant de commencer, est-ce que Grégory, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Eh bien, Grégory Pardieu, vous m'entendez bien? Oui. Génial, super. Eh bien, écoutez, moi, je suis un RH de formation puisque ça fait un peu plus de 21 ans. Je suis dans la fonction RH. Je suis comme Obélix, hein, je suis tombé dans la marmite des RH très petit et je n'en suis jamais sorti. Donc, je travaille chez Valorec depuis 2000. Alors, probablement que beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas encore nés en 2000. Mais pour moi, voilà, c'était le début de ma carrière chez Valorec. Ok, bah merci beaucoup. Donc, là, le but, je le rappelle, c'est que vous pouvez écrire vos questions sur le biais du chat. Donc, moi, je vais commencer. J'ai aussi quelques questions pour toi. 21 ans de carrière chez Vallourec. Est-ce que ça fait pas beaucoup, hein, c'est quand même, comme tu dis, t'es tombé dedans. Est-ce que tu n'as pas envie de découvrir de nouveaux environnements? Ah, bah, très bien. Bah, je vois que tu commences par les questions qui n'étaient pas prévues d'être posées. Bah, c'est parfait. Mais c'est le jeu. Non, moi, je considère que la fidélité à l'entreprise, c'est quelque chose d'important. Et que tant qu'on se plaît là où on est, il faut pas forcément chercher à aller voir ailleurs. Naturellement, 21 ans, c'est un peu long, mais j'ai fait 8 jobs différents. Donc voilà, tant qu'on se sent bien là où on est, il faut y rester. Puis ensuite, lorsqu'on a des envies d'ailleurs, il faut y aller, mais avec raison. Ok, bah merci. Là, je vois, il y a une première question sur le chat qui demande, c'est Camille qui demande quel est ton plus gros défi RH? Ah, le plus gros défi RH. Alors, je vais pas parler en termes de mission, mais je pense que le plus gros défi RH, quand on est DRH, c'est de rester soi-même. Parce que lorsque vous êtes DRH dans une entreprise ou quand vous êtes RH, hein, quel que soit d'ailleurs l'intitulé de votre poste, vous êtes soumis à une pression assez importante, hein, puisque les enjeux, lorsqu'ils sont humains, ils sont importants. Et puis, les gens vous regardent quand même un peu différemment des autres. Donc, je pense que le plus gros défi, c'est d'accepter et de réussir à rester soi-même. Parce que je m'efforce chaque jour en me rasant, ou presque. Ok. Ah bah, deuxième question donc de Jacques. Il me dit bonjour, il y a un cliché qui revient souvent, celui du DRH plus proche des dirigeants que des salariés. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, le DRH, il doit être aussi proche des dirigeants que des salariés. C'est pour ça que dans les qualités d'un DRH, il me semble que l'indépendance intellectuelle est importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher forcément à satisfaire plus le dirigeant et plus le salarié. Donc ça, c'est un point important. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue que le DRH, ce n'est pas une assistante sociale, hein. Le DRH, il est là aussi pour permettre à l'entreprise d'assurer sa pérennité en ayant une utilisation, en ayant un management optimal des ressources humaines, c'est-à-dire des hommes et des femmes dans l'entreprise. Donc, je confirme que c'est un cliché, mais il ne faut jamais perdre de vue qu'un bon DRH, c'est quelqu'un qui a une vision business. Ok. Bah, merci, effectivement. Du coup, là, je vais revenir un peu aux élèves du Greta. Est-ce que vous avez des questions? Parce que du coup, le chat, là, bah, il ne fonctionne pas. Je vois pas il y a des questions de deux invités. C'est- Alors bonjour. Bonjour. Ok, Je- super, Manel. Alors, Alors oui, excusez-moi, on voulait dans un premier temps vous remercier en tout cas pour cette initiative et le temps qui est accordé. mhm. Donc, nous, on a estimé que votre position de leader est particulièrement importante pour nous. Donc, avoir l'occasion d'échanger plus amplement avec vous représente pour nous une réelle opportunité. Donc, je pense que chacun d'entre nous pourra en tirer des bénéfices sur le plan personnel et professionnel. Alors, dans un premier temps, du coup, je vais laisser ma collègue vous exposer les questions. Voilà. Ok. Merci encore. Bah, du coup, Merci là, Fatima. je viens de voir qu'il y a une question là, qui vient de tomber de Manel Beladi.
Quelle évolution stratégique de la part du service RH dans les entreprises pour répondre aux dernières actualités sociales, Covid, passe sanitaire, télétravail, crise économique? Ouais, alors, je note en même temps, je Une vais question. répondre en deux temps. Premier temps, c'est sur l'évolution de la fonction RH. Fondamentalement, il n'y a rien qui n'a changé depuis 20 ou 30 ans dans les fonctions RH. Elles sont là pour faire de l'administration du personnel, des relations sociales, d'accompagner le changement, de gérer les carrières. Donc, on peut dire que finalement, il n'y a rien qui change. Et en même temps, il y a tout qui change, puisqu'on voit arriver de plus en plus l'utilisation de la data, c'est-à-dire des informations chiffrées qui permettent d'analyser aussi à la fois les effectifs, l'évolution prédictive, c'est-à-dire la projection des comportements dans le temps. Donc, l'évolution de la data, c'est un gros plus. Manager les relations sociales, moi, j'ai vu en 20 ans d'expérience les relations sociales évoluer. On est beaucoup moins dans la lutte des classes, la revendication, on est beaucoup plus dans la recherche du compromis, de l'intérêt global, la discussion éclairée. Dans la conduite du changement, on prend beaucoup plus maintenant en compte la dimension psychologique et collective. Donc, il me semble que sur ça a changé pas mal. Et puis, auparavant, on gérait les carrières, maintenant, on gère les talents, c'est-à-dire on gère chacun. La gestion des carrières, c'est un truc un peu global. La gestion des talents, c'est dire, ah oui, mais tu sais, Fatima, moi, je la connais, elle a envie de progresser vite, mais elle a besoin de travailler sur ça et sur ça. Donc, la gestion des talents, c'est un point qui a aussi fortement évolué. On est beaucoup plus dans l'individualisation. Première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, qui était sur le Covid, le pass sanitaire, etc. Ouais, le Bien télétravail. sûr, et le télétravail, le Covid, pass sanitaire et le télétravail, ça a été une actualité sociale très dense pour les services RH. Ils ont été soumis à une grosse pression pendant les 12-18 derniers mois. Ça nous a poussé probablement à faire beaucoup plus de droits, beaucoup plus de travail administratif, parce que quand on fait du chômage partiel, il faut faire beaucoup de réunions de CSE pour l'expliquer, il faut remplir beaucoup de papiers. Donc, je pense que les fonctions RH, elles ont été soumises à une grosse pression par le contexte sanitaire, mais ça leur a permis aussi de recevoir aussi pas mal de reconnaissance, parce que les collègues du business se sont dit, ouais, mais les fonctions RH, elles nous a permis de continuer à travailler dans de bonnes conditions. Les collègues, hommes et femmes de l'entreprise, ont pu travailler dans des conditions psychologiques satisfaisantes. Donc, ça a apporté beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de reconnaissance et de feedback. Et puis, sur le télétravail, il m'a semblé voir passer une question dans le Ouais, chat sur pour ou pour ou contre contre. le télétravail. J'ai envie de dire ni pour ni contre, bien au contraire. Je pense que le télétravail, ça dépend aussi de la typologie de l'entreprise. J'ai plutôt tendance à dire que le télétravail, c'est quelque chose de génial à partir du moment où c'est 2 à 3 jours par semaine, qu'on fait confiance aux collaborateurs en leur laissant le choix de positionner les jours dans la semaine, à partir du moment où on est d'accord pour tous se retrouver 1 ou 2 jours pour avoir des réunions d'équipe, etc. Je considère qu'en général, moi, le télétravail à outrance et tout le virtuel, ça a tendance un peu à dissoudre la culture d'entreprise, à dissoudre la convivialité. Donc, le télétravail, c'est bien, mais en abuser, ça craint. Voilà. Ouais, Voilà. après, c'est vrai que c'est un rythme à trouver et qu'il y a des entreprises qui maintenant ont surfé sur le télétravail et qui font du full remote et qui arrivent à s'en sortir. Mais je pense que tu as raison. Je pense que c'est vraiment à doser pour garder cette culture, cette cohérence aussi entre les équipes. Avoir un peu de présentiel aussi, c'est important. Là, je vois qu'il y a une autre question, Ouais. un peu plus technique, mais voilà. Comment expliquer que les femmes sont moins bien payées que les hommes encore aujourd'hui? Est-ce que pour vous, c'est une question RH? Ouais, c'est même pas une question RH, c'est une question éthique. Un homme ou une femme, ça devrait être la même chose. Et donc, sur le premier point, la question de l'éthique, le comment je me l'explique, alors moi, je ne l'ai pas observé parce que je fais partie d'un groupe où on est hyper attentif à ça et qu'il y a des partenaires sociaux qui nous poussent aussi à être attentifs à ça. Et on a démontré qu'il n'y avait pas d'inégalité de traitement entre les hommes et les femmes. C'est l'avantage d'une grosse entreprise. Je pense que maintenant, il y a quand même une prise de conscience collective sur le fait que ce qui était une réalité auparavant ne peut plus l'être maintenant et que les hommes et les femmes doivent être payés équitablement. Après, il ne faut pas nier la réalité. Et c'est pour ça que je crois beaucoup, moi, aux logiques de
d'objectifs, de quotas dans les comités de direction, dans les proportions d'effectifs pour avoir une proportion de femmes. Et il faut aussi que les tabous, les femmes se libèrent en se disant bien sûr que les postes à responsabilité, c'est pour nous. Et ce n'est pas aux hommes de leur dire, c'est à ces demoiselles, à ces dames de se dire mais il faut y aller, on a le droit. Et la chance que vous avez, c'est que l'entreprise est beaucoup plus apte à faire évoluer les femmes maintenant que c'était le cas il y a 30 ou 40 ans, même si chez nous, on a la chance d'avoir un bon niveau de promotion de femmes, puisque les femmes évoluent aussi vite que les hommes et ont le même niveau de rémunération. Et Effectivement. le deuxième point, Ouais. pardon, c'est une question de diversité. Plus l'entreprise elle est diverse, plus elle est efficace. C'est-à-dire si vous mettez des hommes bruns, européens, légèrement barbus et pas trop barbons, j'espère, dans une équipe, on va tous penser la même chose. Si on met des femmes et des hommes, et si on met des hommes et des femmes qui viennent de parcours différents et qui sont soit en pleine forme, soit avec des handicaps, ou soit avec des parcours différents. C'est-à-dire que la diversité, c'est un des gisements de productivité et d'efficacité de l'entreprise qu'on n'a pas encore totalement exploré, je considère. Donc voilà, la diversité homme-femme et la diversité de profil, c'est une vraie chance et il faut pousser fort dans ce sens-là. Ce n'est pas qu'une question RH, c'est aussi une question éthique. Ouais, donc et puis la diversité, du coup, attire la diversité. Ouais. Okay. Merci, du coup, pour cette réponse. Autre question, qu'est-ce que tu attends de la part d'une ARH ou d'un ARH, à savoir la posture, les compétences et le savoir-être? La posture, quand on est assistant RH, moi j'ai commencé comme ça, hein, j'ai commencé dans le groupe SEB, j'étais assistant RH et très tôt, moi j'ai compris qu'on soit assistant RH ou DRH, on doit avoir la même posture. C'est-à-dire qu'on représente la DRH et on représente l'entreprise vis-à-vis des collaborateurs. Donc déjà en termes de posture, on doit se dire que quand on est assistant RH, on agit comme un DRH. Voilà. Donc, ça, c'est un point important. Sur la posture. Sur la compétence, quand on est assistant RH, il faut accepter de tout faire dans la fonction RH. Il faut tout découvrir dans la fonction RH. Il faut être curieux à souhait. Accepter de faire du pointage de bulletins de paye, de vérifier des factures d'intérim, de saisir des heures dans un plan de formation, de faire des entretiens de recrutement, d'alternant, etc. Quand on est assistant RH, il faut être un glouton, il faut vouloir prendre toutes les opportunités, prendre un maximum d'expérience, parce que l'assistant RH que vous êtes ou vous apprêtez à être, ça sera le DRH que vous serez dans quelques années. Donc, en termes de compétences, je pense qu'il faut être glouton de tout ce qu'on peut prendre. Et ça, c'est un point important. Donc voilà, en termes de savoir-être, quand on est assistant RH, mais c'est comme quand on est DRH, il faut savoir faire preuve d'écoute et d'humilité. Et ça, c'est quel que soit son poste, il faut accepter de se dire qu'on ne sait pas tout et puis écouter avant de parler. Ouais, c'est sûr. Même si là, je parle un peu beaucoup, mais c'est parce que vous me mettez dans une position où il faut que je parle beaucoup, quoi. Ouais, non, mais en même temps, on est là pour ça. Là, j'ai une question assez drôle. Est-ce que les DRH peuvent nous proposer autre chose qu'un baby-foot pour mieux gérer la qualité de vie au travail? Ouais. Alors, il y avait un excellent article que j'ai vu sur LinkedIn sur Welcome to the Jungle où il disait attention, la prévention des risques psychosociaux, le bien-être au travail, ce n'est pas un baby-foot. Moi, j'ai la chance d'avoir mis en place le premier accord sur les risques psychosociaux il y a 12-15 ans. Quand on arrive et qu'on diagnostique un problème de climat, un problème de santé mentale dans l'entreprise et qu'on vous dit on va faire du yoga, on va acheter un baby-foot et puis on va vous offrir des séances d'ongles, de coiffure, etc. Il faut fuir l'entreprise parce que cette entreprise, elle se moque de vous. Votre santé mentale, elle est beaucoup plus importante que ce genre de détails. La santé mentale de quelqu'un dans l'entreprise, elle dépend de sa relation avec le manager. Donc, la première des choses, ce n'est pas de jouer au baby-foot, c'est d'être certain que les managers sont bien formés, ont une bonne capacité d'écoute, de bienveillance et d'exigence. Ça va les deux, ça entretient la santé mentale, l'exigence aussi, et comme la bienveillance. Et puis ensuite, c'est la relation qu'on a dans l'entreprise avec ses collègues.
Lorsqu'on n'est pas bien, ce n'est pas forcément toujours la faute du management. Et puis aussi être à l'aise dans sa fonction, c'est-à-dire se dire, bah, moi, ce que je fais aujourd'hui en tant qu'assistant de formation, qu'assistant RH, ça a du sens et ça apporte à l'entreprise. Donc, je suis bien d'accord, même si honnêtement, j'adore le baby-foot, hein, je n'ai pas de problème là-dessus, mais c'est un bon moyen de convivialité. C'est en aucun cas un levier d'action sur le bien-être au travail. Ah ouais, non, mais du coup, je comprends la question parce que c'est vrai qu'on a le cliché dans le monde du travail de l'entreprise parfaite, géniale, avec un peu à la Google, je ne vais pas mettre des gens à dos, mais c'était ça à l'époque et ça perdure avec un baby-foot où on est en trottinette, où voilà, il y a plein de choses, mais comme tu dis, ce ne sont pas c'est pas des leviers, ce sont ça n'entache en rien au bien-être au travail, en fait. C'est des choses mises à disposition, certes, mais ce n'est pas ce qui va faire qu'on sera bien sur notre poste. C'est de la com. Ça, c'est de la C'est de com. la com, Ce ouais. n'est pas une question de bien-être au travail et ça peut être de la convivialité et tant mieux. Mais la convivialité, elle arrive quand les gens sont à l'aise dans leur basket, hein. C'est d'abord ça. Bien sûr. J'ai une autre question. Les managers sont-ils suffisamment formés par les RH pour faire ce travail d'intermédiation entre salariés et RH? Les managers, ils ont le rôle le plus compliqué qu'il y a dans la boîte. Parce que bien souvent, et j'ai une anecdote, j'ai en tête mes collègues qui étaient chefs d'équipe dans nos usines du Nord, qui avaient une trentaine de personnes en direct et ils avaient des demandes de la part de collaborateurs sur comment est-ce qu'il faut, comment est-ce que je dois travailler, sur quel poste je vais. En même temps, ils doivent traiter des problèmes de qualité, des problèmes de production, etc. Donc, ils ont un job compliqué. Moi, je considère que l'efficacité de la fonction RH, c'est quand elle arrive à parler d'égal à égal avec un chef d'équipe ou avec un manager. Je pense que ça s'améliore de plus en plus, que la fonction RH, elle doit avoir cette idée de service, de rendre service aux managers. Je ne dirais pas que c'est parfait, mais les managers comprennent de plus en plus que le levier humain, c'est un vrai levier de performance dans l'entreprise. Donc, j'ai le sentiment et j'ai l'impression de dire que ces deux fonctions, ces deux rôles clés dans l'entreprise, ils se rencontrent de mieux en mieux et je pense que ça fonctionne de mieux en mieux. Ok. Et du coup, il y avait rajouté et quid des managers dans un contexte de télétravail? Ah ouais, c'est excellentissime cette question parce elle est d'actualité, tout le monde se la pose. Moi aujourd'hui, je suis dans une entreprise qui a déménagé son siège, qui auparavant était dans un siège social, chacun avait son bureau, et puis chaque manager voyait ses équipes. Maintenant, on a déménagé, on est totalement en flex office et les gens ont 120 jours de télétravail. Donc la question la question du télétravail, du télémanager, elle est importante. Et nous, ce qu'on a fait, on a organisé des groupes de travail en disant bah, qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes en télétravail et lorsque vous êtes en présentiel. Et la question du management est arrivée. Et on s'est rendu compte que finalement, rien ne change dans les pratiques managériales. On garde des one-to-one, c'est-à-dire des réunions face à face, enfin les pilotages individuels. On garde les réunions d'équipe. Mais ce qu'on a dit, c'est que ça ne pouvait pas être fait en pixels. Voilà. Ça devait être fait en face à face. Donc finalement, on garde l'idée de la proximité, on garde les rituels de proximité. Et ce que j'ai demandé aux managers, c'est d'être ultra connecté, mais d'être ultra connecté aux équipes. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est chez toi en train de faire ton Zoom ou ton Teams avec ton chat que tu ne dois pas prendre 5 minutes pour appeler tes équipiers, tes collègues. Donc ultra connecté, même que lorsqu'on est en télétravail. Ok. Là, j'ai une question. Ton plus gros coup de gueule RH? Le plus gros coup de gueule RH, je ne pense pas avoir eu de gros coup de gueule RH. Je me suis fâché par moments lorsque j'avais l'impression que lorsque je négociais en face de moi, on tenait une posture qui n'était pas la posture de l'intérêt de l'entreprise ou la posture des salariés. Ouais. Sinon, non, j'essaye de ne pas me fâcher parce que je pense que voilà, les coups de gueule, ça apporte rien. Par contre, je joue d'une grande transparence. C'est-à-dire que lorsque je ne suis pas content, je le dis, je le fais savoir et ça permet de rentrer. Mais les coups de gueule, ça ne marche pas dans l'entreprise. Ça crée du stress, ça crée de l'anxiété, ça casse la relation. Ce qui marche, c'est la transparence. Ok. Autre question là de Manel. Quels sont les atouts majeurs pour un service RH performant et prévoyant?
service RH performant et prévoyant, c'est un service RH qui s'entend bien entre eux. Il faut que les gens s'entendent bien, et lorsque les gens du service RH s'entendent bien, déjà, c'est un bon départ, départ parce qu'on est bien déjà au sein du service RH. Ensuite, c'est un service RH qui sait être au service des équipes. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, bah non, je ne te réponds pas parce que je suis en train de faire mon plan de formation, ou je ne te réponds pas parce que c'est la période des payes. Ouais. On ferme le bureau et puis on se concentre sur le tableau Excel. Ça ne marche pas. Un service RH, c'est un service qui a toujours sa porte ouverte, et c'est aussi un service qui est fiable. C'est un service qui sait établir des bulletins de paye qui sont bons, qui sait faire des plans de formation qui rendent service aux équipes. Donc, un service RH performant, c'est un service qui a une porte ouverte, qui s'entend bien, qui répond aux collaborateurs et qui ne répond pas forcément ce que les collaborateurs ont envie d'entendre, mais qui donne des réponses fiables. Ok, merci. Et là, j'ai une question. C'est quoi la différence entre un RRH et un DRH? Il n'y en a pas. C'est dans la tête. Ça, c'est dans la tête. Lorsque j'étais RRH, je me considérais, je travaillais de la même façon que lorsque je suis DRH. Donc, il n'y a pas de différence fondamentale, en tout cas en termes d'état d'esprit. C'est comme quand je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on est assistant RH, il faut se préparer à devenir le DRH qu'on est demain. C'est la même chose. Ce qui peut changer, c'est que dans le quotidien, c'est que lorsqu'on est RRH, on prend des consignes de la part d'un DRH, ou on a peut-être un peu moins de latitude. Ouais. Lorsqu'on est DRH, voilà, on est à 4000 mètres, on a son parachute et on est tout seul, quoi. On saute tout seul. Mais à la fin, en termes de mindset, en termes d'état d'esprit, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose, ok. Et là, c'est une question, et je pense que c'est plutôt bien tourné te concernant. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est d'être un DRH dans une PME ou dans une grande entreprise? Je pense qu'il est essentiel d'apprendre son métier dans un environnement structuré, ce qui ne veut pas dire que c'est une grande entreprise ou une petite entreprise. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de recruter beaucoup de monde dans les services RH, et tous ou quasiment tous sont devenus RRH ou sont en train de devenir DRH. Ce que je pense, c'est qu'il faut bien apprendre son métier. L'avantage de la grande entreprise ou du grand groupe, c'est que vous arrivez, il y a des process, il y a des procédures. On apprend bien à marcher, quoi, lorsqu'on est dans un grand groupe. Lorsqu'on est dans une PME, on n'a pas le poids des procédures, du reporting, etc. Donc, j'ai envie de dire, il y a un peu de bon partout, mais je ne vais pas le renier. Moi, j'ai appris mon métier dans un grand groupe. J'ai commencé chez Seb en tant qu'alternant et ensuite chez Vallourec depuis quelques années. On est bien formé. On est bien formé. L'avantage de la PME ou de la grosse PME, c'est qu'on a beaucoup de latitude pour faire plein de choses. Il y a un peu moins de process. Donc, ce qui compte, c'est une question de personnalité. Il faut aller là où on est bien, là où la culture est en parfaite adéquation avec ce que l'on est vraiment. Ok. Donc là, je regarde un peu sur le chat. Est-ce que tu as un DRH qui t'inspire? Je vais dire, le DRH qui m'inspire, c'est celui que je regarde tous les matins en me rasant. Parce que je ne crois pas au modèle. Je crois pas au modèle. Je pense qu'il faut croire en soi quand on est dans notre fonction. Et des fois, le DRH que je vois dans le miroir, il m'inspire. Des fois, il m'exaspère. Mais la première des choses, le premier modèle, c'est soi-même. Il faut se dire, allez, je crois en moi, j'y vais, je n'ai pas besoin des autres. Ensuite, en termes d'inspiration, je pense qu'il faut surtout chercher à ouvrir les chakras. Il faut lire beaucoup, pas forcément des bouquins, des posts sur LinkedIn, des articles d'entreprise et carrière. Il faut lire, il faut se nourrir. C'est ça qu'il faut faire. Et je pense qu'il faut être son propre modèle. Ok. Autre question, est-ce que les services RH sont suffisamment bons dans la gestion des enjeux de harcèlement moral, voire sexuel? C'est une question plus cadrée. Ouais, mais ça va avec la question de la diversité. C'était des sujets qui étaient complètement nouveaux il y a 20 ans. Si les services RH ne sont pas assez bons dans le harcèlement moral et harcèlement sexuel, ce ne sont pas des services RH. Pour moi, c'est clair. La garantie de l'éthique, la garantie de l'intégrité morale, physique, ça fait partie de notre job. Et il n'y a pas besoin d'outils. Il y a besoin de discuter avec les gens pour sentir les choses arriver. Les services RH qui ne sont pas bons dans ce genre de situation, ça n'a rien à voir avec l'entreprise, la culture, etc.
simplement que l'équipe RH est mauvaise. Ok, ouais. Et ben, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Donc là, je crois que je vais regarder s'il n'y a pas une autre question. Allez-y, hein, je crois qu'on a encore 10-15 Oui, on a minutes. encore 10-15 minutes, hein, donc Ouais. n'hésitez pas. Moi, Après, après, j'ai baby-foot, c'est pour ça. Hein. Et moi, j'ai une question en attendant que les étudiants se remettent un peu sur le chat. Ah ben là, voilà. Quels sont les atouts majeurs? Ah ben non, si, c'est bon. Non, pour un service RH performant et prévoyant. Je crois qu'on a déjà vu celle-là. Il me semble, mais elle revient. Vous avez vu, je suis quand même un Ah, peu. c'est bien. Hein. Bah, non, mais effectivement, mais elle revient. Ah. Un conseil pour devenir DRH, Camille? Bah, il faut pousser dans l'escalier votre DRH. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et Non. ouais, Alors, je vais aller au bout parce que ouais. il m'arrive de faire des interventions à l'université et j'ai par moment cette question. On ne fait pas carrière en restant dans le confort. Donc, ça, c'est un point qu'il faut intégrer. Vous l'avez vu, moi, j'ai déménagé 5-6 fois, ce qui veut dire que c'est des sacrifices. Pour être DRH, il faut se donner les moyens de ses ambitions, si c'est votre ambition. Donc, il faut accepter la mobilité, il faut accepter la mise sous contrainte, il faut accepter un peu de pression, par moment un peu le manque de reconnaissance parce qu'on a toujours le sentiment qu'on fait plus et qu'on est reconnu un peu moins. Ça n'a jamais été mon cas. Moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des chefs qui m'ont tiré par le haut. Mais pour devenir DRH, il faut se donner les moyens d'y arriver. C'est-à-dire que cherchez pas à faire ce qu'on vous demande, faites plus, faites mieux, proposez. Il faut refuser le confort personnel et intellectuel. Il faut y aller, quoi. Ouais, faut avoir un peu d'ambition, quoi. Faut sortir de ta zone de confort. Ok. Et se donner les moyens de ses ambitions. Et se donner les Ouais, moyens de ses ambitions. bien sûr. Autre question, lors de tes recrutements, quel aspect valorises-tu pour déterminer un candidat idéal? Le candidat idéal, c'est le candidat qui. C'est pas uniquement le CV parce que. Enfin, le diplôme, parce que moi, il m'est arrivé d'embaucher des psychologues, d'embaucher des gens qui avaient fait des écoles de commerce, des gens qui avaient fait du droit et des gens qui ont fait de la RH, ou des gens qui n'ont pas fait d'ailleurs du tout de RH. Quand on veut faire la fonction RH, il faut avoir un cerveau qui marche bien et qui marche vite. Je pense que ça, c'est important. Ensuite, c'est les compétences, le soft, les soft skills en bon français. Et il faut sentir que la personne qu'on a en face de nous, elle a envie de rendre service à l'entreprise et aux équipes. Donc, l'atout majeur, c'est démontrer sa motivation, avoir un bon bagage technique, naturellement, et l'éducation, c'est pas exclu. Mais voilà, avoir un fort niveau de motivation, d'ambition, c'est important. Donc, pour moi, c'est ça. On sait tous qu'on a une partie de notre cerveau qui est Excel, une partie de notre cerveau qui est Word. Voilà, ça, vous l'avez appris à l'école. Ensuite, Ok. c'est votre personnalité qui compte bien souvent et qui fait la différence lorsqu'on veut faire carrière dans la fonction RH. Ok, donc la personnalité joue autant que l'expérience ou le diplôme. Oui, bien sûr. Après, l'expérience, en fonction du job, naturellement, que c'est important. Oui, Mais je n'ai jamais cherché à embaucher quelqu'un qui avait déjà fait la mission que j'allais lui proposer. Parce que sinon, il ok. n'y a pas d'intérêt. Voilà. Il faut toujours accepter une petite prise de risque lorsqu'on est DRH, lorsqu'on recrute dans ses équipes. Ok. Autre question, est-ce que tu es souvent confronté à des situations de crise et comment tu les gères? Ah ouais, les situations de crise, oui, oui, beaucoup. J'ai eu foultitude de crises, soit des crises individuelles ou des crises collectives. Ça peut être des grosses grèves, ça peut être des drames personnels. Donc ça, j'allais dire, c'est le quotidien, mais ça arrive très fréquemment lorsqu'on est assistante RH, RRH ou DRH, peu importe le titre. Donc oui, ça arrive souvent. Je pense que c'est là où on a des ressorts personnels différents. Si on est capable de gérer ces crises en bon équilibre personnel, et c'est tant mieux, et il faut y aller. Moi, c'est plutôt mon cas. Je pense avoir à la fois autant de résilience que d'empathie dans ce genre de situation. Et lorsqu'on ne se sent pas à l'aise, il faut le dire. Il ne faut surtout pas aller contre sa nature ou contre ses émotions lorsqu'on est dans une crise, parce que ça veut dire qu'après, on n'a plus l'esprit clair. Donc, tant qu'on a l'esprit clair et qu'on n'a pas de conflit de valeurs, je considère qu'on peut y aller, et c'est mon cas. Et lorsqu'on sent que voilà, on est un peu en difficulté parce qu'on a moins bien dormi, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, etc.,
il faut être capable de faire appel à un collègue pour prendre le relais. Voilà. Les situations de crise, c'est une situation de stress hyper intense. Et si on n'est pas en pleine forme, en pleine plénitude de ses moyens, il ne faut pas y aller. Ok. Du coup, là, il y a une question intéressante qui remet un peu ce que tu viens de dire. Être hypersensible, c'est compatible avec ton poste? Ouais. Je considère que c'est même un atout parce que l'hypersensibilité, on la regarde souvent par le prisme de c'est difficile quand on est hypersensible parce qu'on ressent les émotions des autres, on est une éponge, etc. Enfin, une éponge à émotions. Bien sûr que c'est une réalité, mais l'hypersensibilité, ce sont des capteurs très puissants et quand on est en ressources humaines, on a besoin d'avoir ces capteurs-là. Et lorsqu'on a en tout cas une certaine sensibilité, eh bien on voit les choses arriver. Lorsque je dis bonjour le matin à Sandra, ben, ça va, ouais. Ben, les gens qui sont un peu sensibles ou hypersensibles, ils vont rapidement détecter si les gens vont bien ou pas bien. Donc l'hypersensibilité ou la sensibilité, ça peut être un vrai atout. Et dans la fonction RH, il ne faut pas en manquer, il ne faut pas la cacher. Ok. Là, on revient sur une question d'entretien. Les conseils pour réussir un entretien, autant candidat, examen de fin d'année ou demandeur d'emploi? Quand on est le meilleur conseil, c'est le travail. On ne va pas à un entretien, on ne passe pas un examen, le même lorsqu'on est demandeur d'emploi, mais il faut préparer. Lorsque je vais en négociation, je passe 10-15 fois plus de temps à préparer qu'à faire la négo. Lorsqu'on passe des entretiens, bien souvent les gens arrivent, connaissent à moitié, enfin pas bien souvent, mais il peut arriver que les gens ne connaissent pas le job, ne connaissent pas la boîte, ne sont pas intéressés à leurs interlocuteurs. Ça ne marche pas. Le travail, c'est quelque chose qui paye et qui fait la différence. Il y a une question qui vient de passer là-dessus. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux candidats? Oui. La différence entre deux candidats à niveau de compétences équivalentes, comme je vous le disais, c'est la motivation démontrée. Et puis, c'est aussi la capacité qu'aura le candidat à connaître l'entreprise, à avoir travaillé un peu les sujets, à poser des questions. Lorsqu'on passe des entretiens, on a toujours l'impression qu'on va dans un interrogatoire. Non, lorsque vous venez en entretien, préparez-vous à poser des questions et pas seulement à y répondre. Donc voilà, il faut préparer lorsqu'on se prépare à des entretiens. Et il faut bosser. Ok, merci du conseil. Du coup, là, je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc, en plus, on est dans les temps. Donc, moi, je vais te poser une dernière question avant de conclure et de tous vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire. Pour terminer, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager? Des anecdotes, mais je crois que je vais écrire un bouquin sur les anecdotes. Mais la plus croustillante ou au moins une qui te vient en tête maintenant comme ça. Oui, alors c'est la plus récente. Et je reviens sur l'idée des DRH barbants. On a célébré un succès avec une partie de mon équipe il y a 15 jours, 3 semaines, avec mais vraiment toute l'équipe. Des gens avec qui je travaille en direct ou en indirect, etc. Et on s'est mis à faire des jeux et ils ont découvert que leur DRH était une bête de blind test sur la musique des années 90 à 2020. Et ils se sont dit, non, mais lui, il est une bête de blind test. Il connaît IAM, NTM, il connaît Elton John et tout. Donc, on s'est vraiment marré parce que ça a vraiment changé. Ça contribue à changer l'image des DRH. Et les DRH, honnêtement, sont tout sauf barbants, c'est certain. Ouais, c'est des gens comme nous. Hein. Enfin, voilà, comme tu as pu le dire, on peut être assistant RH et terminer DRH, mais en fait, un DRH, c'est d'abord un être humain. Donc, il faut vraiment démystifier ce rôle. Et en tout cas, merci beaucoup parce que je pense que tu nous as bien aidé à rendre le DRH plus accessible. Donc, voilà, merci à tous, merci à toi et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.